Bonjour, nous allons nous pencher dans cette capsule sur ces schémas que nous faisons tous quand nous cherchons à structurer un nouveau domaine. Un bloc-notes, un crayon, des idées qui jaillissent, et nous voilà occupés à griffonner, organiser nos pensées en les reliant ou pas. Cette manière de faire est-elle connue, efficace, utile? En clair, est-elle une modalité d'apprentissage efficace? Nous allons donc nous intéresser au monde du mind mapping, euh, ou des cartes conceptuelles, ou plutôt des cartes mentales. Comment les appeler au fait? Sont-elles différentes les unes des autres? Et en quoi? C'est tout ceci que nous allons tenter d'éclaircir pendant ces quelques minutes. Avant de commencer, voici une petite mise en situation, sur laquelle nous reviendrons plus tard. Quand nous tentons de répondre à la question suivante, l'araignée est-elle un insecte? Quelle démarche cognitive mettons-nous en œuvre? Pour répondre à cette question, nous devons déterminer si un élément, un objet, un animal, fait partie ou non d'une catégorie, d'une classe plus large, qui l'inclut, qui l'englobe, qui le contient. On commence par identifier la classe, la catégorie la plus large. Les insectes possèdent comme caractéristique le fait qu'ils sont invertébrés, qu'ils sont composés de 3 parties. Une tête avec 2 yeux et 2 antennes, un thorax avec 6 pattes et 4 ailes, et un abdomen sans appendice. Le cafard, le papillon, la mouche et l'abeille sont des insectes. Il en existe 1,3 million d'espèces, dont 10 000 nouvelles inventoriées chaque an. L'araignée a 8 pattes, pas d'ailes, pas d'antennes. Son corps est composé de 2 parties, ce n'est pas un insecte. Trop de caractéristiques lui font défaut, elle fait partie des arachnides. En déterminant si un objet fait partie ou pas d'une classe plus large, je fais de la conceptualisation. Je définis un concept large par ses attributs communs. Je mets donc en œuvre un processus de généralisation. Je regroupe des éléments dans un ensemble qui les contient. La mouche fait partie des insectes. S'il n'en fait pas partie, j'ai mis en œuvre un mécanisme de discrimination. L'araignée ne fait pas partie de la classe des insectes. Je peux identifier une classe comme celle des insectes ou des arachnides en explicitant ce qui les caractérise. On appelle cela alors de la conceptualisation synthétique. Je détermine des caractéristiques communes à plusieurs éléments. Louis Dénaud, dans sa taxonomie, place la conceptualisation dans les stratégies qui facilitent la mémorisation, et spécifiquement l'identification. Je peux différencier une voiture d'un vélo, mais je ne suis peut-être pas capable de rouler en voiture ou à vélo. Pour cela, je dois mettre en place des stratégies d'utilisation, et pas uniquement de reconnaissance. Mais bon, c'est une autre question. Nous parlions de conceptualisation synthétique, qui fait largement appel à la généralisation. Il existe aussi une conceptualisation dite analytique, celle que l'on met en œuvre quand on définit des sous-classes dans une classe plus large. Pour déterminer les types d'araignées au sein de la classe des arachnides, pour différencier les carrés et les losanges dans la classe des quadrilatères, pour classer une œuvre écrite comme poétique ou romanesque, la conceptualisation analytique fait plus largement appel aux mécanismes de discrimination, de différenciation. Voilà, conceptualiser recouvre plusieurs acceptions. Gageons par conséquent que les cartes dites conceptuelles ont à voir avec ces acceptions différentes, qu'elles recouvrent sans aucun doute plusieurs réalités sur lesquelles nous allons nous pencher. Pour déterminer qu'un animal est ou pas un insecte, nous devons identifier si toutes les caractéristiques sont présentes, mais aussi si les relations qu'elles possèdent les unes avec les autres sont celles attendues. C'est sur les relations entre les éléments que se base la taxonomie de Biggs. Une taxonomie, c'est une manière de classifier par niveau. Dans le cas présent, des niveaux de compréhension des apprenants sur base des liens qu'ils sont capables de réaliser entre les connaissances. Donc, dans sa taxonomie, Biggs met en avant le fait que la compréhension est plus ou moins approfondie selon que l'apprenant réalise. Soit peu de liens, c'est ce qui est tout à fait à gauche de la DIA. Par exemple, réciter une formule mathématique, a plus b au carré, etc., sans savoir quand elle s'applique. Le degré de compréhension est très faible. Soit, deuxième cas de figure, des liens simples. Un seul aspect est considéré. Par exemple,
Il existe des triangles rectangles, des triangles isocèles, des triangles à angle obtus, des triangles à angle aigu. Certains font partie de catégories identiques, d'autres pas. Les concepts sont évoqués, mais pas les liens qui pourraient les associer. Soit, troisième cas de figure, des liens dissociés. Plusieurs aspects sont considérés, mais indépendamment. Par exemple, c'est un exemple emprunté à Marcel Lebrun, les planètes de notre système solaire tournent autour du Soleil. Les satellites tournent autour de la Terre, la Lune aussi. Donc, le degré de compréhension ici permet d'envisager des réalités proches, mais sans les relier. Soit des liens associés. Plusieurs aspects sont considérés et sont reliés les uns aux autres. Par exemple, pour écrire son article, l'élève prépare une structure, recherche des informations, griffonne des notes, et rédige en respectant son plan, sa structure initiale. Donc le degré de compréhension articule les éléments liés les uns aux autres. Et enfin, le niveau le plus élaboré, des liens développés. Par exemple, comparer deux périodes historiques en relevant les conditions qui permettent d'envisager des conséquences identiques, de poser des hypothèses d'explication commune. Prenons par exemple le crash boursier de 1920 et l'explosion de la bulle Internet dans le début des années 2000. Le degré de compréhension permet de faire des analogies entre ces phénomènes, d'en tirer des enseignements communs ou pas, de poser des hypothèses, de réaliser des analyses comparatives. Bref, tout cela pour dire que dans la conceptualisation, d'une part, il y a la création de liens. Qu'est-ce qui rassemble les éléments? Et d'autre part, il y a un degré de profondeur de ces liens. Sont-ils simples ou d'un niveau de développement plus englobant? Plus ce sont des liens qui relient les éléments les uns aux autres, plus la conceptualisation sera approfondie. Si on a bien compris, les deux modèles mettent en évidence dans le modèle de Deno que conceptualiser, c'est identifier des caractéristiques en utilisant des stratégies de généralisation. Qu'est-ce qui est commun? Et aussi de discrimination. Qu'est-ce qui est différent? L'objectif est de s'approprier le périmètre d'un concept, et aussi ses limites, pour bien le comprendre. Et d'autre part, dans le modèle de Biggs, il est mis en évidence que conceptualiser, c'est créer des liens de niveaux différents qui traduisent le degré de compréhension d'un phénomène. Une compréhension basique ou approfondie, qui permet de faire des liens subtils et de haut niveau. L'objectif ici est de déterminer le niveau d'approfondissement que l'élève peut atteindre et définir de la sorte son degré de compétence. Peut-il simplement réciter une règle? Est-il capable de comprendre les liens entre plusieurs théories? Arrive-t-il à produire de nouvelles connaissances?